cette séquence d'exercices va parler d'intégration par partie, des intégrations par partie voulues de façon dynamique, de façon à faire apparaître des expressions. Et on va commencer par ce qui s'appelle le lemme de Riemann-Lebesgue, c'est-à-dire de montrer que pour une application de classe C1, la limite cohérente envers l'infini de cette expression est bien égale à 0. Alors, on sait bien qu'on ne peut pas échanger le symbole limite et intégrale, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, ça n'est pas possible directement. Vous verrez l'année prochaine des conditions suffisantes pour pouvoir le faire, et on verra qu'elles sont assez restrictives. Et d'ailleurs, vous ne pourrez pas les appliquer ici, donc même l'année prochaine, la démarche pour pouvoir intervertir ici, pour pouvoir montrer que cette intégrale a une limite nulle, eh bien, ce sera la même. Il n'y aura pas de révolution, même avec les théorèmes surpuissants que vous allez voir l'année prochaine. Donc attention aux échanges limités intégrales. Hein. Ça, c'est vraiment aussi le truc tarte à la crème, quoi. Hein. Dire oui, moi j'échange, voilà, j'obtiens 0. D'autant plus que le problème qui va se poser, c'est que ici, la fonction qui est à l'intérieur, on ne peut même pas anticiper ce qui va se passer parce qu'elle n'a pas de limite. Sinus nt ne possède pas de limite lorsque n tend vers l'infini. Donc là, on est face à un truc difficile. C'est pas pour rien que ça s'appelle le lemme de Riemann-Lebesgue, dans le sens où c'est un résultat qui a posé des problèmes aux mathématiciens au moment où il a fallu le démontrer. Alors effectivement, moi ce que je vous ai dit, et qui ne va pas marcher ici, malheureusement, c'est pour ça que ce problème est difficile, c'est que pour pouvoir contrôler l'intégrale, il faut déjà contrôler l'intégrande. Donc en général, ce que je vous demande de faire dans cette situation, c'est d'essayer de réaliser des encadrements. Alors je vous dis toujours, vu qu'on veut utiliser le fait que n tend vers l'infini, quand vous faites des encadrements, il ne faut pas tuer n. Si vous tuez n, c'est foutu, vous aurez un encadrement qui sera forcément trop large pour pouvoir démontrer que l'expression est convergente. Donc on voit que la seule chose qu'on peut attaquer ici, c'est f. Est-ce qu'on sait encadrer f? Alors la réponse est oui, puisque f est continue sur le segment AB, donc f elle est continue sur un segment, donc f elle est continue sur le segment AB, donc on sait qu'elle atteint ses bornes, donc ça veut dire qu'il existe un nombre C appartenant à l'intervalle AB, où elle va atteindre son minimum, et il existe un nombre D appartenant à l'intervalle AB, où elle atteint son maximum. Donc je peux très bien dire, sous application du théorème de Weierstrass, que l'on a cette relation. Donc je sais bien encadrer l'intégrande. Le problème va se poser quand on va multiplier par sinus nt. On ne connaît pas son signe. Donc le premier problème que l'on rencontre, c'est un problème de signe. On ne maîtrise pas le signe de sinus nt. Alors là, évidemment, ça rejoint ce que je vous ai toujours dit. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut travailler avec des valeurs absolues. Donc pour montrer que cette intégrale tend vers 0, ça paraît donc légitime de considérer la valeur absolue de l'intégrale. Voilà, donc on a vu que travailler comme ça brutalement sur f ne fonctionne pas. Donc la parade, c'est je prends les valeurs absolues. Les valeurs absolues, elles sont juste là pour qu'on puisse les mettre à l'intérieur. Donc on sait que la valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue quand les bornes sont dans le sens croissant, ce qui est le cas ici, puisque AB est déclaré comme étant un segment, donc ça sous-entend que A est plus petit que B. Là maintenant, j'ai des termes positifs. Alors maintenant, je vais pouvoir appliquer le théorème de Weierstrass, non pas à la fonction f, mais à la fonction valeur absolue. Donc je vais pouvoir dire que la borne supérieure sur le segment AB de la valeur absolue de f de t, que je vais appeler m0, cette quantité-là existe. Et donc par conséquent, comme maintenant les termes sont positifs, je peux majorer le produit, puisque c'est un produit de termes positifs, sortir le m0 de l'intégrale, et là on se dit on n'est plus en situation de gagner. Eh ben non, toujours pas. Donc, premier problème, problème de signe, on ne peut pas multiplier des inégalités par des termes dont le signe n'est pas connu. Donc ça, c'était le premier problème que vous avez peut-être rencontré, et il n'est pas contournable. Et là, le deuxième problème, ça va être les valeurs absolues qu'on a voulu, mais qui empêchent l'intégration. Et les majorations qu'on va faire seront forcément des majorations grossières, trop grossières, par 1 probablement, et donc il n'y aura aucun moyen de calculer cette intégrale.
Donc là, on est face à un double échec, puisque les stratégies, on va dire, naturelles qu'on a utilisées jusqu'à présent, bien sûr, le problème de signe qu'on avait réglé par la valeur absolue, mais la valeur absolue empêche le calcul de l'intégrale et empêche des majorations adéquates. Donc là, les deux problèmes standards échouent. Alors, bon, il y a quand même quelques signes d'espoir. Le signe d'espoir, c'est qu'on a supposé que la fonction f est de classe C1. Or, vous notez bien que pour l'instant, tout ce qu'on a raconté ici ne nécessitait que la continuité de f, alors que là, on a f dérivable à dérivée continue. Donc, cette fonction de classe C1 ouvre la voie à une intégration par partie. Intégration par partie qui va être la clé de ce type de problème. Pourquoi ? Parce qu'une intégration par partie faite de façon dynamique peut faire apparaître des termes qui tendent vers 0. On voit bien qu'en intégrant sinus nt, on va faire sortir un facteur 1 sur n qui tend vers 0. Donc là, on va bénéficier de cette intégration par partie pour pouvoir conclure. Alors la fonction que je vais dériver, c'est évidemment la fonction f, qui est bien dans le cadre d'une intégration par partie, parce qu'elle est bien de classe C1. Donc on a bien les hypothèses qu'il faut pour pouvoir effectuer cette intégration par partie. Et la fonction que je vais intégrer, c'est la fonction sinus nt. Alors faites attention quand même, hein, il y a une composée. Hein. Et heureusement, c'est une composée avec une fonction affine, donc ça, on sait faire. Donc ça, on sait que une primitive possible, c'est cosinus nt sur n. Je revérifie. Hein. En dérivant, oui, il y a bien le n qui sort, le moins, c'est bon, ça marche. Cette fonction-là, elle est bien de classe C1. Donc, l'intégrale in va donc être égale au crochet donc, de f de t, alors, moins f de t cosinus nt sur n, tout ça pris entre a et b, moins la nouvelle intégrale, donc plus 1 sur n, super, intégrale entre a et b, de f' de t fois cosinus nt dt. Donc on voit qu'on est ramené au même type d'intégrale, hein, vous avez vu, hein, c'est exactement le même type d'intégrale qu'on récupère, sauf qu'au lieu d'avoir f, on a f', à ceci près qu'on a un facteur 1 sur n devant. Donc si ce terme-là tend vers 0, et si on arrive à majorer ce terme-là indépendamment de n, bon, bah alors l'histoire sera évidemment terminée. Bah, l'histoire est terminée en fait. Puisque quand on va évaluer ce terme-là, quand on l'évalue en a et en b, on va récupérer f de a cosinus na moins f de b cosinus nb, le tout divisé par n, je peux le diviser par n ici et ici, plus 1 sur n, multiplié par l'intégrale entre a et b de f' de t fois cosinus nt dt. Alors, comme le terme qui au numérateur est borné ici et ici, là vous avez un terme qui est dominé par 1 sur n. Vous pouvez dire que c'est un terme qui tend vers 0, comme le produit d'une suite bornée et d'une suite qui tend vers 0. Ce terme-là, pour les mêmes raisons, c'est un grand O de 1 sur n. Donc c'est évidemment un terme qui tend vers 0. On n'a plus qu'à contrôler ce terme-là. Pour contrôler ce terme-là, je vais contrôler l'intégrale. Face à tous les problèmes que j'ai rencontrés ici, je sais bien que l'intégrale, je vais la contrôler en valeur absolue. Tout ce que j'ai fait au-dessus, évidemment, me sert de leçon. On majore. On va donc récupérer l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f' de t. Ah bah là, le terme qui dépend de n, le valeur absolue de cosinus nt, bah, je peux le majorer par 1. Puisque là, il n'y a aucun problème à me débarrasser du terme qui dépend de n, puisque là, j'ai un terme qui dépend de n et qui tend vers 0. Donc là, je peux être violent et le dominer. Mais là, ce terme-là ne dépend pas de n, ce qui veut donc dire que cette expression-là, elle est majorée par une constante sur n. Vous dites, c'est encore un grand O de 1 sur n. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de démontrer sur in? On vient de démontrer que in est un grand O de 1 sur n. Donc on vient de démontrer que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de in, est égale à 0. On vient donc de prouver proprement, simplement, naturellement, que la suite in tend vers 0 par le biais d'une intégration par partie. Donc une intégration par partie, c'est aussi un objet dynamique, c'est aussi un théorème dynamique où on peut faire apparaître des termes qui nous intéressent et forcer leur apparition. Pour ça, il faut évidemment avoir un œil acéré sur les hypothèses, voir ce qui est envisageable.
L'exercice 95 est un peu de la même veine que le théorème, que le lemme de Riemann-Lebesgue. Il s'agit de calculer une suite qui est définie par une intégrale. À ceci près que là, les choses sont un peu plus claires dans le sens où ici on a un terme géométrique avec un terme en x qui est de toute façon au sens large compris entre 0 et 1. Donc on sait que c'est un terme qui va avoir tendance à s'écraser vers 0. Et là on a surtout un terme en n carré qui lui a priori tend vers l'infini à la vitesse de cette puissance lorsque n tend vers l'infini. Donc a priori on a deux choses qui s'affrontent, une intégrale qui a l'air de tendre vers 0 et le terme en n carré ici qui a l'air de tendre vers l'infini. Donc notre idée c'est de savoir qui va l'emporter, et pour nous aider à savoir qui va l'emporter, on a justement des hypothèses où on a la fonction f qui s'annule en 0 et dont la dérivée en 1 et dont la dérivée s'annule en 1. Ça c'est du pain béni pour les crochets, on le sait. Et la fonction f est de classe C2. Ça c'est parfaitement intéressant quand on va faire des intégrations par partie. Si on fait des intégrations par partie, il est bien entendu que c'est pour contrôler le terme qui est là. Pour le contrôler, c'est qu'il faut faire apparaître des facteurs de type 1 sur n ou 1 sur quelque chose. Ben, on va faire des intégrations par partie. Allez, posons correctement les intégrations par partie qu'on va pratiquer. Donc je vais dériver le terme en f. Je vais poser u de t va être égal à f de t. Et je vais intégrer le terme en x à la puissance n. Donc le terme en x à la puissance n, ou plutôt en t à la puissance n, le terme en t à la puissance n va s'intégrer en t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et le terme ici va se dériver en f' de t. Je contrôle bien que j'ai les hypothèses pour faire l'intégration par partie. F est de classe C2, donc en particulier de classe C1. Cette expression-là est polynomiale, donc de classe C infini. Donc quand je forme l'intégration par partie, je vais donc écrire le crochet. Donc le crochet, on va avoir f de t multiplié par t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors là, on n'a pas regardé quelle constante pour bien s'aménager, mais comme je sais que cette fonction-là s'annule en 1 et que cette fonction-là s'annule en 0, on est pile dans les bonnes constantes pour que ça fonctionne magnifiquement. Moins la nouvelle intégrale qu'on récupère, donc moins 1 sur n plus 1, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n plus 1 fois f' de t dt. Alors, toute cette expression-là est évidemment multipliée par le terme qui apporte la détermination n carré. Alors on constate que le crochet est nul, donc il ne nous reste plus, quand on fait le calcul, il ne nous reste plus que moins n carré sur n plus 1, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n plus 1 fois f' de t dt. Alors on se dit c'est encore pas gagné parce que ce terme-là il est équivalent à moins n. Ouais, enfin là, lui, il tend vers l'infini à la vitesse de n carré. La première intégration par partie nous dit que ce terme-là ne tend plus vers l'infini qu'équivalent à moins n. Donc on a perdu 1 degré dans l'affaire. On se dit que si on perd encore 1 degré, on aura gagné. Mais il y a la place pour une deuxième intégration par partie, puisque cette fonction-là est également de classe C1. Donc on pratique une deuxième intégration par partie, où la fonction qu'on va dériver, ça va toujours être la fonction qui dépend de f. Ici, ça va être la fonction f', qui se dérive donc en f seconde de t, fonction qui est bien de classe C1, donc parfaitement légitime. La fonction que je vais intégrer, c'est t à la puissance n plus 1, qui, elle, s'intègre en t à la puissance n plus 2 sur n plus 2. Comme cette fonction-là s'annule en 0 et cette fonction s'annule en 1, eh bien, c'est a priori ce dont on a besoin pour pouvoir faire l'intégration par partie, que je forme. Je viens déjà de dire que le crochet est nul, je ne l'écris pas. Donc on va récupérer moins n carré sur n plus 1, multiplié par l'intégrale du produit de ces deux fonctions. Donc j'ai le moins de l'intégration par partie qui se simplifie avec le moins qui est là, le n plus 2 qui se met en facteur de l'intégrale, donc qui vient conforter le dénominateur, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de la dérivée seconde de t, t à la puissance n plus 2 dt.
Donc là, on voit que cette intégrale, là maintenant, elle est bien préparée. Pourquoi? Parce qu'on vient de démontrer que un c'est égal au produit de ce terme-là et de ce terme-là. Or, le terme qui est là, on va le mettre en vert, parce que là, j'ai l'impression que c'est feu vert. Ce terme-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce terme-là, on le contrôle parfaitement. Puisque si vous regardez comment il se comporte quand n tend vers l'infini, ce terme-là, il est équivalent à n carré en son numérateur, n carré en son dénominateur. Il est équivalent à 1. Donc ça veut dire que cette suite, elle converge vers 1. Moralité, la limite de n, ça sera la limite de cette intégrale, puisque ces deux suites-là sont équivalentes, puisqu'elles sont égales à une suite qui converge vers 1 près. Donc il nous suffit de calculer la limite de cette intégrale pour pouvoir conclure. Là, on sait faire, dans ces cas-là, on sait qu'il faut faire des dominations de l'intégrande, mais on sait avant tout qu'il faut que se ramener à une intégrande positive. Or, je ne connais pas le signe de la dérivée seconde. Ah ben, ça, c'est le signe qu'on va travailler en valeur absolue. Donc, attention au timing. Je crois que ça fait la 10e fois qu'on fait cette majoration avec ce timing-là, donc là, vous commencez à être rompu à ce genre de technique. La valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue parce que les bornes sont dans le sens croissant. T à la puissance n plus 2 est positif. Pas de valeur absolue pour lui. Comme le but c'est de montrer que cette intégrale tend vers 0, on va se débarrasser du terme qui dépend de n. Pour ça, on va regarder si on peut le borner. Ah, f seconde est une fonction qui est continue sur pas n'importe quoi. Le segment 0,1. Donc, la valeur de m2 qui est égale à la borne supérieure sur le segment 0,1 de la dérivée seconde en valeur absolue de f existe. Moralité, ça je peux donc le majorer par m2 multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n plus 2 dt. Or ceci s'intègre en t à la puissance n plus 3 sur n plus 3. Donc on peut poursuivre le calcul et dire que cette intégrale-là est majorée par m2 sur n plus 3. On vient donc de démontrer que, par encadrement, cette intégrale converge vers 0, donc cette suite converge vers 0. Donc la suite n est le produit d'une suite qui converge vers 1 et d'une suite qui converge vers 0. Les investigations qu'on a fait ci-dessous permettent de dire que n tend vers 0. Et c'est encore une fois une double intégration par partie qui a permis de contrôler les termes qui étaient ici, qui apportaient la divergence en facteur de l'intégrale. Allez, notamment ce dernier exercice, on y va mollo, on y va doucement. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête du travail, alors on travaille lentement. On prend son temps, on apprécie le travail de TD. Donc on va y aller tout doucement. On veut montrer un encadrement d'une intégrale. Vous commencez à comprendre, à connaître la musique. Encadrer une intégrale, c'est encadrer l'intégrande. Ah ben voilà, c'est parti. On va donc encadrer l'intégrande sur l'intervalle d'intégration, sur l'intervalle 0,1. Ok. Alors ici, pour le signe, pas de souci. Pas de souci, puisque l'intégrande est positive et les bandes sont dans le bon sens. On va même s'affranchir des valeurs absolues. Alors maintenant, on doit majorer une fraction. On va appliquer la technique chère à Rafik, qui ne manque pas de souligner sur Discord le fameux rapport vertueux braqueur sur butin, ou plutôt butin sur braqueur. Sinon, il y a inversement de proportionnalité. Donc, soit j'invite des amis, soit je tue des gens. Mais je dois regarder la majoration que je dois obtenir. Or, cette majoration, on le sait, c'est ce que j'obtiens en intégrant x à la puissance n entre 0 et 1. Donc, j'ai intérêt à tuer des amis. Pas n'importe lesquels. Ceux qui peuvent m'apporter la dite majoration. Donc, je vais tuer x à la puissance n, qui était un ami, mais qui est positif. J'obtiens donc une majoration en minorant le dénominateur à terme positif. Cette minoration étant valable uniformément sur l'intervalle 0,1, on intègre entre 0 et 1 cette inégalité. On intègre entre 0 et 1, ce que l'on peut bien faire en conservant le sens des inégalités puisque 0 est plus petit que 1. On va donc récupérer 0 plus petit que n, plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance n,
Là, on l'a déjà calculé 17 500 fois. Ça fait 1 sur n plus 1. Comme cet encadrement est valable pour tout entier naturel, il n'y a aucune interdiction dans le raisonnement, eh bien on peut dire que la suite IN est encadrée par deux suites qui convergent vers 0. On peut donc conclure que IN converge vers 0. Chouette. On voit que l'encadrement fin de l'intégrale et de l'intégrande a permis d'obtenir le résultat. Deuxième question. Cette question, vous voyez tout de suite en lisant l'énoncé que c'est juste une passerelle pour arriver à un équivalent de IN. On vous demande de démontrer que IN est égal à ln de 2 moins n, ln de 1, enfin l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x à la puissance n dx. On voit tout de suite dans la façon dont sont écrites les choses que ça pourrait être une intégration par partie, où la nouvelle intégrante, c'est ce que je récupérerai ici, et ça serait le résultat d'un crochet en quelque sorte. Donc finalement, cette intégration par partie, elle nous donne quasiment le découpage qu'il faut faire, puisqu'il faut récupérer ln de 1 plus x à la puissance n. Ça, vous notez que quand vous le dérivez, vous récupérez n x à la puissance n-1 sur 1 plus x à la puissance n. Donc on sait déjà comment on va écrire cette intégrande-là. Puisque pour pouvoir faire apparaître ce terme, il faudrait faire apparaître nx à la puissance n-1. Là, je sais que Louis va adorer mon raisonnement. Il est très sensible à la technique qu'on utilise habituellement. Tu veux quelque chose, tu te le donnes. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux nx à la puissance n-1. Je le veux. Là, déjà, j'ai x à la puissance n. Donc sur ce x à la puissance n, je vais en piquer n-1. Donc je vais avoir un petit x là qui est pour l'instant orphelin. Puis il y a le n que j'ai rajouté ici. Alors là, toujours par théorème luxembourgeois, on va multiplier par 1 sur n, ce que je peux faire à l'extérieur de l'intégrale, puisque n ne dépend pas de x. Le tout, je vais le diviser par 1 plus x à la puissance n. Vous notez que l'intégrante qui est ici, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. J'ai juste réorganisé les termes comme ça m'arrangeait, par application du désormais célèbre théorème luxembourgeois. Enfin, il est surtout célèbre en PCSIA, je crois. Maintenant, notre intégration par partie, il ne nous reste plus qu'à intégrer ce terme-là et à dériver ce terme-là, puisqu'on sait qu'on veut récupérer une intégrante qui est de ce type-là. Donc, celui qui va jouer le rôle de U' de x, c'est nx à la puissance n-1 sur 1 plus x à la puissance n, qui s'intègre, et là, il n'y a pas de sport, parce que c'est ce qu'on voulait, en ln de 1 plus x à la puissance n. Comme je viens d'intégrer une fonction continue, j'obtiens une fonction de classe C1. Et pour V, je vais récupérer x qui se dérive en 1. No problemo. Hop, 1 sur n, le crochet. Alors le crochet, à mon avis, il va valoir ln de 2. On l'écrit entre 0 et 1. Oh, il vaut ln de 2. Voilà. Et là, oh, c'est l'intégrale que je voulais. Et c'est fini. Oh. 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 C'était quand même pas méchant. Oh non, pas la panne de stylo maintenant. Oh, C'était ma dernière cartouche bleu turquoise. Adieu bleu turquoise. Faudra attendre la fin du confinement pour que j'aille racheter des cartouches. J'espère que j'aurai assez de munitions quand même. Bon bref, tout ça pour dire que le terme qui est là en 1 vaut 1 fois ln de 2. Le terme en 0, eh bien, il vaut 0. Presque même 2 fois, j'ose dire, parce que j'ai log de 1 et j'ai 0 ici. Donc on récupère bien ln de 2 fois 1 sur n, moins 1 sur n, fois l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x à la puissance n dx. Donc on récupère bien ce découpage-là. Alors, m'est avis que le découpage qu'on a fait, il est là pour mettre en lumière l'équivalent. Et que l'équivalent, ça risque d'être lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait démontrer pour que l'équivalent, ce soit lui? Il faudrait que lui soit un petit taux de 1 sur n. Je vous rappelle qu'un petit taux de 1 sur n, par définition, c'est une suite qui s'écrit 1 sur n fois quelque chose qui tend vers 0. Donc, moralité, si j'arrive à démontrer que cette intégrale tend vers 0, on aura donc que ce terme-là est un petit taux de 1 sur n, on aura donc que IN est équivalent à ce terme-là.
Moralité, on doit montrer que ln, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x à la puissance n tend vers 0. Bon, bah c'est parti. Je vais encadrer l'intégrande. Déjà, le terme est positif. Ça, c'est cool, ça va éviter de travailler en valeur absolue. Or, on sait que lorsque u est positif, ln de 1 plus u est toujours plus petit que u. Ça, vous pouvez par exemple le démontrer de façon efficace avec la formule de Taylor avec reste intégrale. Ça, c'est valable, évidemment, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1. Donc, si j'intègre cette relation-là entre 0 et 1, 0 est bien plus petit que 1, là, je récupère l'intégrale que je veux encadrer, et là, on récupère, pour la troisième fois aujourd'hui, l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. On vient donc de démontrer que ce terme-là tend vers 0, c'est donc un petit taux de 1. On pouvait même dire que c'est un grand taux de 1 sur n plus 1, hein, donc un grand taux de 1 sur n. Mais bon, on va faire simple. Par encadrement, on vient de démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus x à la puissance n dx est une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Moralité, c'est un petit taux de 1. Donc cette suite, c'est une suite qui est égale à 1 sur n fois une suite qui tend vers 0. C'est un petit taux de 1 sur n. On vient donc de démontrer que in est égal à ln de 2 sur n plus un terme négligeable devant 1 sur n. C'est donc par définition équivalent à ln de 2 sur n. Et voilà, un pâté pour finir. Bravo. Allez, on va corriger le pâté. Hop. Allez, c'est presque beau. Et on récupère donc notre équivalent de in. On sait donc maintenant que notre suite in, elle tend vers 0, ça on le savait déjà, mais on sait qu'elle tend vers 0 à la vitesse de ln de 2 sur n. Alors vous vous dites là, il est quand même hyper gonflé d'appliquer la formule de Taylor avec reste intégrale pour avoir cette majoration. Oui, je l'admets, je suis gonflé, mais on va le faire en une ligne. Hein, ln de 1 plus u, d'après la formule de Taylor avec reste intégrale, c'est égal à u plus le fameux reste intégral, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et u de u moins t multiplié par, alors ça c'est le terme qui est donné par la dérivée première, donc la dérivée seconde. La dérivée seconde de cette fonction c'est moins 1 sur 1 plus u au carré dt. L'intégrand d'ici, ben, comme u est positif, puisque ce terme-là, le x puissance n, il varie entre 0 et 1, donc mon u ici, je vais le prendre entre 0 et 1, hein, puisque là j'ai besoin de travailler uniquement entre 0 et 1. Donc ici, comme u est positif et comme t est compris entre 0 et u, ce terme-là est positif. Ce terme-là est négatif. J'intègre une fonction négative sur un intervalle qui a des bornes croissantes, donc l'intégrale, elle est négative. Si l'intégrale est négative, on a bien démontré que log de 1 plus u est plus petit que u lorsque u appartient à l'intervalle 0,1. Ce qui permet d'attester ça. One sentence proof. Ou alors, bah, vous étudiez la fonction ln de 1 plus u moins u et vous montrez qu'elle est négative en utilisant des techniques usuelles de dérivation. Voilà pour ce TD. Bonne fête du 1er mai. Sortez pas trop pour aller acheter du muguet. Ou alors il faut une attestation.